et à tous à cet après-midi qu'on va consacrer de manière très exceptionnelle, je dois dire, à la question de la relation entre l'architecture et le bois. Vous avez vu les derniers jours, dans le cadre de cette biennale, un certain nombre de réflexions qui étaient essentiellement portées sur la question de l'arbre. Et cet après-midi, nous allons donc continuer à mettre en fait le focus sur la relation architecture et arbre, donc son application en quelque sorte. Donc, les chercheurs et architectes que nous avons invités et réunir cet après-midi vont présenter les démarches architecturales contemporaines les plus prospectives en matière de construction en bois, mais aussi les dimensions historiques qui remontent pour un certain nombre des interventions jusqu'au Moyen-Âge japonaise en quelque sorte. La discussion portera ensuite sur les notions d'économie des moyens, d'éco-responsabilité, de confort pour l'usager et sur son potentiel d'innovation. Est-ce que la construction en bois doit être considérée comme un nouveau paradigme de la création architecturale et contemporaine? Quelles sont les recommandations finalement que nous pouvons faire pour que le développement architecture-bois peut poursuivre ou peut avoir peut-être un développement encore meilleur pour demain? Permettez-moi sans plus tarder, de vous présenter brièvement notre premiers intervenants, parce que vous avez vu sur le programme, on a un panel très exceptionnel, à la fois des pionniers en architecture, comme Roland Schweitzer, Pierre Laju et Christian Gimonier, mais aussi ceux qui travaillent de manière plus contemporaine dans la dimension construction bois et architecture bois. Donc, permettez-moi donc présenter brièvement notre premier intervenant, Stéphane Berthier, architecte diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et les cofondateurs de l'agence Meso Studio. Il enseigne également à l'ENSA Versailles, où il poursuit au sein du laboratoire de l'école, le LEAF, sa recherche de doctorat sur la création et les innovations techniques de l'architecture bois. Sa conférence de cet après-midi portera sur l'évolution des constructions bois tout au long du XXe siècle, avec l'émergence des sciences de l'ingénieur et des outils de production industrielle. Dans quelle mesure le bois est-il devenu au tournant des années 1960 un matériau moderne capable de rivaliser avec l'acier et le béton armé pour construire un registre architectural original et innovant? Je vous cède la parole. Merci beaucoup d'être venu. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette superbe ville de Pierre pour parler de bois. C'est assez étonnant. J'étais tout à l'heure sur la grande terrasse qui domine la Seine près de l'hôtel de ville. C'est vraiment un paysage extraordinaire. La Loire. J'ai dit la Seine. La Loire, bien sûr. Voilà, je commence la conférence en étant déstabilisé par un lapsus. Tout va bien. Oublions ce lapsus, je vous prie de m'en excuser. Je vais vous parler, donc, comme l'a présenté, l'a un petit peu exposé Elke à l'instant, je vais vous parler de ce passage qu'on a observé au tournant des années 50-60 de l'art du charpentier à l'art de l'ingénieur. Alors pour cela, je vais sans doute prendre un peu le contre-pied du discours ambiant sur le bois nature, en fait. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment le bois est passé de cet état, on va dire, artisanal à cet état industriel en changeant profondément sa nature. Et c'est aussi une manière de souligner le paradoxe qu'il y a aujourd'hui entre une revendication architecturale très écologique du bois, d'un matériau naturel, et en même temps la très grande artificialité contemporaine de ces conditions de production. Alors si on peut aujourd'hui revendiquer le matériau bois dans l'écologie, dans la construction écologique, et puis en faire comme ça une sorte de matériau moderne, c'est parce que ce matériau justement est devenu très moderne dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment avec le tournant des années 60, on va dire, qui marque réellement une rupture entre les traditions artisanales du compagnonnage et puis le transfert des sciences de l'ingénieur dans le domaine du bois. Alors il y a deux aspects qui sont importants. Le premier, c'est que les développements scientifiques et les outils industriels vont permettre de produire de manière courante tous les matériaux transformés qu'on connaît aujourd'hui, comme les bois lamellés collés.
les bois contrecollés, les panneaux de contreplaqué, les agglomérés, etc. Tout ça, c'est le développement industriel des années 50-60 qui ont permis de les produire de manière courante, même s'ils ont été inventés antérieurement. Même s'ils ont été inventés, on va dire, au début du XXe siècle, ils ne sont pas produits de manière courante et ils ne sont pas utilisés comme matériaux de construction réellement avant les années 50-60. Et puis la deuxième chose qui va faire passer la construction bois de l'art du charpentier à l'art de l'ingénieur, c'est évidemment les assemblages qui, avant les années 50-60, sont essentiellement des assemblages bois-bois, avec l'art de la taille du charpentier, et qui vont devenir, on le voit très bien là, sur cette photo, ça c'est les combles du château d'Azay-le-Rideau, si je ne fais pas de bêtises, les somptueux combles du château d'Azay-le-Rideau, qui n'est pas très loin d'ici. Ce qui va changer, c'est qu'avec les assemblages métalliques, qui sont des transferts du monde de l'ingénierie de l'acier, on va pouvoir assembler beaucoup plus facilement les éléments de bois et donc pouvoir obtenir de beaucoup plus grandes portées. Et en obtenant de plus grandes portées, on va pouvoir concurrencer les architectures, enfin concurrencer en termes de dimension, de performance, les architectures issues du monde du béton, du monde du béton armé et du monde de l'acier. Donc à partir de là, une fois qu'on a ces deux grands changements, les bois transformés et les assemblages métalliques, va naître un art de l'ingénieur dont vous avez un bel exemple ici, qui est une résille losangée réalisée par Robert Lourdin en 1966, je crois. Va naître un art de l'ingénieur qui est en quelque sorte l'expression lyrique de toutes ces innovations et qui, comme je le disais, va procéder essentiellement par un transfert des sciences de l'ingénieur qui sont inventées au début du XXe siècle, dans les années 10, 20, 30, même peut-être fin du 19e pour l'acier, vers la construction bois. C'est essentiellement d'un transfert dont on parle. Et puis le corps de ma présentation, en fait le fil conducteur de ma présentation sera l'œuvre de Robert Lourdin. Je vous parlerai de l'œuvre de Robert Lourdin, des travaux de Robert Lourdin, qui est un grand ingénieur, pionnier en la matière, qui a été l'un des tout premiers à réaliser des grandes structures bois en France à partir de 1960. C'est un monsieur qui a une double formation d'architecte et d'ingénieur, qui fut élève de Jean Prouvé au CNAM à la fin des années 50, et qui fut ensuite, dans le milieu des années 60, on pourrait dire un disciple de Robert Le Ricollet. Alors Robert Le Ricollet, il n'est peut-être pas très connu du grand public, c'est un ingénieur, architecte, autodidacte, je crois qu'il n'avait pas de diplôme particulier. Il est l'inventeur du père des, le père des structures spatiales, dont je vous reparlerai tout à l'heure, et il a enseigné pendant 20 ans à l'université de Pennsylvanie. Il était voisin d'un monsieur qui s'appelait Louis Kahn, pour vous situer un petit peu le contexte de l'époque. Bizarre. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci. Alors, quand on parle de l'ingénieur, on parle de quoi? On parle d'une catégorie de l'architecture. Ce terme d'art de l'ingénieur, celui qui l'a popularisé, c'est sans doute Antoine Picon, avec son exposition en 97 à Beaubourg, de laquelle il a tiré un catalogue, comme ça, qui s'appelle l'art de l'ingénieur. Ce catalogue, en fait, c'est un dictionnaire d'à peu près 500 pages, avec je ne sais pas combien de centaines d'entrées possibles. La première chose qui m'a étonné en travaillant sur mes recherches, c'est que lorsqu'on parcourt ce catalogue, il y a 5 articles consacrés au bois, 5 petits articles sur peut-être 400, 500 entrées possibles. En fait, dans cet ouvrage, il n'y a pas d'art de l'ingénieur en bois. Le bois n'existe pas, c'est pas un matériau moderne, c'est pas de l'acier, c'est pas du béton armé. On pourrait presque dire que ça n'intéressait pas Antoine Picon à l'époque, et je me suis dit, il y a quand même un problème, parce que lorsqu'on regarde les travaux de Lourdin dans les années 60, les travaux de Julius Natterer dans les années 70-80, on se dit il y a un problème, puisqu'il y a réellement une très grande production d'architecture comme ça, de grandes structures en bois, pourquoi ça n'existe pas? Donc on va essayer de corriger un peu ça. Mais pour revenir
Antoine Picon nous dit l'art de l'ingénieur, c'est un art des structures qui est servi par la pensée technique, armé de la connaissance scientifique. C'est avec cet art que l'architecture bascule des arts libéraux vers les arts mécanistes. C'est un art qui est dégagé de tous les recours aux symboles culturels qui sont caractéristiques de la création architecturale. Pour essayer de dissocier ce qui relève de l'art de l'ingénieur, de ce qu'on pourrait comprendre de manière un peu courante de l'architecture. Il nous dit aussi le principal objectif de l'art de l'ingénieur, ça a toujours été, enfin du moins jusque dans les dernières années, ça a toujours été la question de l'économie de matière. Comment porter le plus loin possible avec le moins de matière possible. C'est l'esprit même de l'art de l'ingénieur, c'est le mantra de Robert Le Ricollet qui avait une formule, il disait ce que je recherche c'est porter infini point nul. Voilà, je trouve que ça représente très très bien l'idée qu'il y a derrière. Et donc cet art de l'ingénieur, s'il a tardé à émerger dans le monde du bois, s'il n'a émergé que dans les années 50-60, c'est probablement parce que la filière bois a dû se départir d'une très très longue tradition. Et donc les hommes, enfin les charpentiers ont dû réapprendre leur métier autrement, alors qu'avec l'acier, avec le béton armé, les savoir-faire sont arrivés en même temps que le matériau, on pourrait dire. Donc il n'y a pas eu ce temps d'acculturation qui a été nécessaire pour la filière bois. Puis il y a plusieurs autres raisons dont je parlerai peut-être au fil de cette présentation. Alors pour revenir à ce qu'on appelle l'art du charpentier, c'est avant tout un art de l'assemblage. Et cet art de l'assemblage, il a un outil principal en termes de conception qui s'appelle l'art du trait. L'art du trait, c'est la tradition compagnonique, hein, c'est le savoir-faire des charpentiers pendant tous les siècles antérieurs. C'est un outil absolument formidable qui permet de ramener dans les deux dimensions du plan tous les assemblages tridimensionnels les plus complexes pour pouvoir les tailler et pour pouvoir les visualiser à plat. L'art du trait a été classé, je crois, il y a 5-6 ans au patrimoine immatériel de l'humanité. Pour vous situer la qualité de ce savoir-faire, c'est aussi l'ancêtre, avec la stéréotomie, c'est l'ancêtre de la géométrie descriptive de Gaspard Monge, vers la fin du XVIIIe, grosso modo. Donc, mais la difficulté qu'il y avait dans l'art du charpentier, traditionnellement, c'était évidemment une difficulté d'assemblage, c'était de réussir à faire des assemblages qui soient très solides pour pouvoir porter des structures composées plus loin que ne le peut la poutre qu'on tire de l'arbre, aller au-delà de la longueur de l'arbre, on va dire. Comment réussir à faire plus. Comme les assemblages bois-bois demeurent des choses assez fragiles, qui parfois sont verrouillées par des clavets, des chevilles, etc., mais ça reste quelque chose de fragile si on le compare à ce qu'on sait faire avec l'acier ou avec le béton armé, ça a entraîné régulièrement un surdimensionnement des pièces, enfin, quelque chose d'assez complexe à mettre au point. Lorsqu'on arrive comme ça, lorsqu'on passe de cet art du charpentier à l'art de l'ingénieur, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est pas seulement une amélioration, l'art de l'ingénieur n'est pas seulement une amélioration de l'art du charpentier. C'est véritablement un changement de paradigme. Le premier signe de ce changement de paradigme, de ce changement complet de la pensée, c'est en fait les mots. Lorsqu'on consulte l'encyclopédie de la charpente, l'encyclopédie des métiers de la charpente, qui est éditée par la librairie des Compagnons, on se rend compte que tous les termes qui sont consacrés à la charpente traditionnelle vont changer. Enfin, tout le vocabulaire va changer. Si on s'intéresse aux charpentes traditionnelles, dans les tomes consacrés aux charpentes traditionnelles dans cette encyclopédie, on parle de comble droit, on parle de comble à pan coupé, on parle de comble en étoile, à bulbe, impériaux, etc. Puis quand on prend le tome des charpentes modernes, d'ailleurs largement écrit par Robert Lourdin, on parle de grilles, de structures plissées, de coques, de voiles minces, de résilles et de structures spatiales. Donc on a complètement changé de vocabulaire. De la même manière, tout ce qui s'appelait autrefois des fermes, selon les charpentes modernes, ça s'appelle des portiques, des arcs à 2 articulations, 3 articulations. On a les éléments de construction aussi, comme les arcs étriers, les entrées, les poinçons, les blochers,
qui deviennent, avec la modernité, des barres, des membrures, des panneaux, des caissons ou des voiles. Hein, vous comprenez bien que tout change, en fait. Même les assemblages. Les assemblages que les charpentiers appelaient des entures, des embrèvements, des tenons, des mortaises, des moisements, des chevilles, des clavettes, c'est une espèce de poésie du vocabulaire assez fabuleuse, deviennent des crampons, des éclisses, des boulons, des broches, des étriers ou des boîtiers. Change complètement de langage. Puis voilà, enfin on peut poursuivre très longtemps ces énumérations. Ce qu'elles disent, ces énumérations, parce qu'on comprend bien avec les derniers, avec les assemblages, quand on parle de crampons, d'éclisses, de boulons, de broches, de boîtiers ou d'étriers, c'est qu'on est dans le vocabulaire de l'acier. On est clairement dans le vocabulaire de l'acier, on est clairement dans un transfert. En fait, ce qui se passe, c'est que tous ces termes architectoniques inventés par les ingénieurs au début du XXe siècle ne sont plus liés spécifiquement aux matériaux considérés. Ils ont une valeur universelle quelque part. Ils sont plus élaborés au sein d'une corporation. C'est-à-dire que c'est des termes qui deviennent des modèles théoriques. Hein. Si je reprends les termes des structures plissées, des coques, des voiles minces, des résilles et des structures spatiales, tout ça c'est des modèles théoriques. On peut réaliser tous ces éléments-là en acier, en béton armé, en bois, et si on peut le faire en plastique, on peut le faire en plastique, c'est pas un problème. C'est juste un modèle théorique. Alors cette première ingénierie du bois, on la trouve émergente en 1956 avec cet exemple de la buvette d'Évian réalisée par Novarino, l'architecte, Jean Prouvé et Serge Ketov, ingénieur. Novarina, architecte, Serge Ketov et Jean Prouvé. C'est en fait, sans doute, le premier voile mince en bois qu'on connaît en France. Il y a une petite histoire là-dessus. En 1954, Jean Prouvé découvre un matériau nouveau qui s'appelle les panneaux Rousseau, qui sont inventés par un charpentier dans le Cher, qui a l'idée de coller des planches croisées les unes avec les autres sur 3 épaisseurs, une planche dans ce sens-là, une planche dans l'autre, etc., de telle sorte à fabriquer des sortes de lits de bois collés pour réaliser les parois intérieures de silos à grains. Et Jean Prouvé va s'approprier ces panneaux, il va commencer à les manipuler, il va se rendre compte qu'ils sont drôlement résistants, qu'en plus ils sont souples, c'est-à-dire que si on les prend par les debout, ils prennent une forme en caténaire qui est leur forme de résistance idéale. Donc il va se dire, ce truc est fabuleux, je vais pouvoir m'en servir à faire des toitures. Donc il va réaliser la toiture de sa propre maison à Nancy. Puis la même année, non, 2 ans plus tard, je crois que c'est 1956, la maison des jours meilleurs pour l'abbé Pierre, qu'on voit ici monter sur les quais de Seine, cette fois-ci à Paris, qui elle aussi est couverte avec ces panneaux Rousseau. Ça, c'est une photographie de chantier du montage de la maison des jours meilleurs. Donc Jean Prouvé, celui qu'on présente toujours comme l'homme du métal, en fait a réalisé la plupart des toitures de ses constructions avec du bois, avec des panneaux en bois. C'est encore le cas avec les écoles nomades, ici un montage de l'école nomade à Villejuif, et puis ici l'école nomade reconstituée. Tout ça entre 1954 et 1956. En 1956, il fait la buvette d'Évian, avec des très grands panneaux qui font, je crois, plus de 13 mètres de portée, qui sont donc des panneaux industriels, et qui vont permettre, sans avoir le schéma traditionnel d'empilage successif d'éléments, de porter d'un seul tenant cette grande surface. Donc on comprend que ça n'a plus rien à voir avec l'art du charpentier. Hein. C'est vraiment le matériau nouveau, le matériau transformé qui permet ces nouvelles formes architecturales. Il y a une formule qui est assez jolie de Gilbert Simondon, je vais juste la lire comme ça, qui disait à propos de l'artisanat que c'est un savoir technique implicite et coutumier dont les manières d'agir, les procédés se conservent et se transmettent à travers le temps sans apprendre ni oublier. Donc il y a l'idée comme ça qu'on transmet par compagnonnage un savoir, et finalement de siècle en siècle, on pourrait penser qu'il va se transmettre à l'identique. Et ce que Gilbert Simondon dit, c'est que la logique d'abstraction de l'ingénieur, en tout cas, permet d'aller au-delà et de réinventer continuellement à partir de modèles plus théoriques. Il reprend la fameuse formule de Thomas Edison qui disait « c'est pas en essayant d'améliorer la bougie qu'on a pu inventer l'électricité ».
qui est une très très belle formule. Donc on peut dire que l'art de l'ingénieur, comme ça, dans la construction bois, a fonctionné à peu près de la même manière. Il n'a pas essayé d'améliorer l'art du charpentier, il a fabriqué quelque chose qui est complètement différent. Alors cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle manière de construire, en fait, elle est née de la mise en relation de trois choses. La première chose, c'est l'émergence des connaissances physiques et mécaniques du bois, qui permet de prédire sa résistance et son comportement. Elle est née des outils modernes de production et de transformation qui permettent de décomposer les fibres du bois, enfin de prendre le bois, de le décomposer en fibres et de recomposer ces fibres autrement pour obtenir une meilleure performance. Soit parce qu'on veut que ça porte plus loin, soit parce qu'on veut que ça porte mieux, soit parce qu'on veut que ça porte, comme ces panneaux-là, dans les deux directions du plan, par isotropie, alors que le bois est naturellement anisotrope. Anisotrope, ça veut dire qu'il ne porte que dans un sens, et isotrope, ça veut dire qu'il porte dans les deux directions du plan. Donc voilà, tous ces outils modernes de production vont permettre de refabriquer un bois qui est quelque part un bois artificiel à partir d'une matière première qu'on a décomposée. Et puis ça vient, la troisième chose, de la conceptualisation de la mécanique des formes, et donc des sciences de l'ingénieur telles qu'elles sont apparues fin 19e, début 20e. Tous ces matériaux transformés poursuivent à leur tour trois buts. Le premier, c'est d'éliminer le risque aléatoire des défauts naturels du bois. Le bois, il a naturellement des nœuds, des gerces, des fentes, tout ça. Il a aussi des irrégularités de croissance, ce qui fait que lorsqu'on met en place une pièce de bois, on n'est jamais tout à fait à l'abri qu'elle ait un défaut caché et qu'elle trahisse les concepteurs. Avec les bois transformés, on répartit le risque statistique des défauts du bois sur un très grand nombre de petits éléments. C'est le cas du lamellé-collé. Si vous avez un nœud sur une poutre en bois, ça c'est une poutre en béton, mais si cette poutre en bois avait un gros nœud au milieu, elle serait sans doute affaiblie. Si on fait ça en lamellé-collé, comme on a décomposé le bois en petites lamelles, s'il y a un nœud sur une lamelle, c'est pas très grave, parce que la lamelle du dessus et la lamelle du dessous n'aura statistiquement pas de nœud et pas de risque. Donc on arrive à un matériau qui est beaucoup plus sûr, ce que les ingénieurs adorent, parce que ça permet d'avoir des prédictions par le calcul. On sait comment le bois se comporte, on sait à quelle force il va casser, donc on peut dire ça porte, voilà, comme ça. Alors que le bois naturel, c'est un peu moins évident. Le deuxième but, le premier but c'était d'éliminer le risque. Le deuxième but c'est d'obtenir évidemment des éléments de construction qui sont plus grands que l'arbre et dont la disposition des fibres est contrôlée. Il y a une bonne formule là-dessus pour revenir sur cette disposition des fibres, c'est celle de Jean Prouvé qui disait « Je n'emploie pas le bois de manière traditionnelle comme les charpentiers ». Il disait ça en 1979. Je n'emploie pas le bois de manière traditionnelle, je l'emploie en cherchant des éléments industrialisables qui le façonnent non pas comme le faisaient autrefois les charpentiers, mais par la machine. En bois, ce qui compte, c'est d'avoir un matériau fibreux. On le reconstitue en disposant les fibres beaucoup mieux, et cela permet d'avoir des portées énormes. 1979, Jean Prouvé. Donc on est avant les inquiétudes écologiques, on pourrait dire, ou écologistes, on pourrait dire. Donc lui, ce qui l'intéressait, c'était de refabriquer un bois complètement artificiel qui se comporte comme il avait souhaité qu'il se comporte. Et puis évidemment, le troisième but, mais qui est peut-être le premier, tout ça, c'est évidemment d'économiser de la matière, donc de gagner de l'argent, en imaginant des dispositifs structurels qui sont plus légers, qui consomment peu de matière et qui utilisent une matière bon marché. Parce que lorsqu'on cherche à tirer d'un arbre une poutre maîtresse, on va en tirer une, deux, mais on ne va pas en tirer beaucoup. Alors que des petites lamelles pour faire du lamellé-collé, dans un arbre, il y en a plein. Et elle ne vaut pas cher, a priori, cette matière-là. Donc on va pouvoir reconstituer de très grands éléments de bois à partir d'une matière première qui est bon marché. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que l'ingénierie du bois ne se développe pas vraiment avant les années 60, avant la seconde moitié du XXe siècle, alors que tous les autres matériaux se sont développés dans les années, on va dire dans les années 20, 20-30. Il y a une première chose qui ne nous l'explique pas vraiment, c'est que la connaissance physico-mécanique du bois, c'est la connaissance profonde du bois, comment il est fait, comment il se comporte, etc. Et comment est-ce qu'il résiste, ça on le sait depuis longtemps. Monsieur Galilée, au XVIe siècle, avait déjà fait des tentatives pour fixer les caractéristiques mécaniques du bois.
Ensuite, il y a toute une littérature. Monsieur Parent, en 1707, il écrit un livre qui s'appelle « Expérience sur la résistance des bois, de chêne et de sapin ». Monsieur Buffon, en 1740, il écrit un livre qui s'appelle « Expérience sur la force des bois carrés ». Monsieur Duhamel du Monceau, en 1767, il dit « Du transport, de la préservation et de la force des bois ». Et puis Poncelet, en 1777, il écrit « Essai sur le flambage des poteaux en bois ». Jusqu'à Dupin, de l'école polytechnique, qui en 1815 écrit un livre qui s'appelle « Expérience sur la force et l'élasticité des bois ». Donc la science du bois, elle est vieille en fait. La connaissance physico-mécanique du bois, elle est vieille. Enfin, elle date d'un certain temps. En 1850, on va créer les premiers laboratoires scientifiques qui vont explorer les capacités du bois, hein, à l'école des Ponts et Chaussées, à la ville de Paris et à l'école des Eaux et Forêts de Nancy. Donc c'est pareil, les laboratoires scientifiques qui observent le bois, c'est pas jeune, c'est pas d'hier. En fait, probablement la chose la plus importante pour le développement de l'ingénierie du bois, ça va être les guerres. Ça va être d'abord la Première Guerre mondiale, avec le développement de l'aviation. On va avoir besoin, avant qu'on maîtrise, qu'on connaisse l'aluminium, les premiers avions vont être construits en bois, notamment en contreplaqué. Donc le contreplaqué, on le connaissait depuis le 19e siècle, mais c'était un matériau fragile, pas maîtrisé. C'est la guerre qui va le faire évoluer jusqu'à devenir un matériau sûr et stable avec lequel on pourra construire des avions. En 1918, on crée en France le laboratoire aéronautique militaire qui a pour objectif de mettre au point des solutions techniques en bois pour construire les avions. Puis comme ça, ce développement scientifique va se poursuivre, ce développement de laboratoire va se poursuivre. En 1942, on a les premières normes AFNOR. Et en 1948, M. Campredon, du Centre technique du bois, va publier Le bois, matériau moderne de la construction. En 1937, l'armée américaine étudie la possibilité de réaliser une coque de bateau en lamellé-collé pour un dragueur de mines. Le problème des mines, c'est qu'elles ont un déclenchement magnétique quand une coque en métal s'approche d'elle. Le dragueur de mine, s'il a une coque en bois, il ne fait pas exploser la mine, c'était ça l'idée. Donc on va commencer à travailler, les Américains vont commencer à rechercher des cols qui permettraient d'être, des cols étanches qui permettraient de fabriquer des grands bateaux de guerre avec des coques en lamellé-collé. Lamellé-collé qui est une invention qui date de 1906, un Allemand, c'est M. Hetzer qui avait inventé ça. C'est les images que vous voyez en bas, hein. Toute première charpente en lamellé-collé par M. Hetzer. Mais il avait un défaut, ce lamellé-collé, c'est qu'il était collé avec de la caséine, qui n'était pas une colle excellente, qui était une colle organique et qui craignait l'humidité, qui craignait la chaleur. Donc c'était pas très fiable, les ingénieurs n'aiment pas bien les choses pas très fiables. C'est vraiment les développements de la marine américaine pour ce dragueur de mine qui vont permettre de mettre au point les cols résorcines et donc d'avoir un matériau dans lequel le joint de colle est plus résistant que le bois lui-même. Donc il n'y a plus de risque. C'est ça l'idée. Donc on arrive comme ça dans les années 50, je crois que la résorcine est inventée après-guerre, dans les années 50, à véritablement avoir des ouvrages en lamellé-collé qui soient très très performants. Le grand moment d'émergence, on va dire, du lamellé-collé dans l'architecture, c'est l'exposition universelle de Bruxelles en 1958, avec ici le pavillon de la Finlande par Pietilä, Reima Pietilä. A priori, d'après tous les renseignements que j'ai pu prendre, c'est vraiment en 1958 que tous les architectes, au travers de l'exposition de Bruxelles, découvrent ce matériau nouveau, qui est utilisé de manière courante, enfin qui va être utilisé de manière courante. Et très très vite, la photo d'en bas, c'est la grande halle de l'INSEP à Paris. Très très vite, on va pouvoir fabriquer des choses absolument extraordinaires, puisque ça, c'est une halle qui, je crois, fait 90 mètres de portée, construite avec des éléments lamellé-collés. Donc les progrès vont, dès le début des années 60, enfin dès 1958, on va dire, commencer à se développer. Alors j'en viens aux travaux de Robert Lourdin. Ça, c'est la patinoire de Grenoble, construite en 64, qui fait 93 mètres de portée, qui a été construite avec un architecte qui s'appelait M. Guichard et par une entreprise qui s'appelait l'entreprise Bermao.
On est dans cette logique, dès qu'on a la solution technique et les outils industriels pour pouvoir réaliser ces grandes structures en bois, immédiatement elles émergent, presque immédiatement elles émergent. Mais ce n'est pas seulement le lamellé-collé, cet art de l'ingénieur, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Certes, on peut faire ces grandes portées, ces sortes d'exploits techniques, mais c'est aussi pour Robert Lourdin. Robert Lourdin va exploiter tous ces nouveaux outils pour développer en bois les structures spatiales. Alors, il faut que je revienne un petit peu sur cette nouvelle ingénierie. Je disais au départ que Robert Lourdin était un élève de Jean Prouvé, qu'il était un disciple de Robert Le Ricollet, qu'on peut comprendre comme étant le père des structures spatiales, que je vous expliquerai juste sur la diapo d'après. Lourdin, il a fait ses études d'architecture en Allemagne, et puis en revenant en France, il fut chargé par le Centre technique du bois de suivre le développement du bois lamellé-collé. Et il dressa un état complet de ce lamellé-collé en 1961 dans le cadre de son mémoire d'ingénieur au CNAM, sous la direction de Prouvé. Et puis ensuite, il va monter son propre bureau d'études pour développer ses nouvelles charpentes de bois et d'en explorer tout le potentiel créatif. En 1969, ça c'est le document, c'est la restitution, c'est la première page de la restitution. En 1969, Robert Le Ricollet lui demande d'organiser un colloque de l'IRAS, ça s'appelle l'Institut de recherche en architecture sur les structures spatiales, au Centre d'architecture de Bruxelles, et de présenter tous ses travaux qu'il a réalisés lui-même ces 10 dernières années sur les structures spatiales en bois. Alors, en introduction du colloque, Lourdin explique la différence entre une structure traditionnelle et une structure spatiale. Il nous dit dans ce petit bouquin qu'un système constructif traditionnel, qu'on voit ici, il est organisé, selon ses termes, sur un report de charge ponctuel au travers d'éléments qui sont successivement porteurs puis portés et qui se reportent sur des points fixes disposés dans l'espace selon deux directions planes, la portée, c'est-à-dire ça, cette distance-là, et la travée, c'est-à-dire cette distance-là. La travée, c'est ce qui est représenté par cette panne, et puis la portée, c'est ce qui est représenté par la ferme. Et ça, c'est la logique de la charpente traditionnelle. Et par opposition, après avoir constaté que lorsque ces systèmes traditionnels se déformaient, il se trouvait que certains éléments qui devaient être portés devenaient porteurs, que les choses s'inversaient, cet ingénieur déduit, enfin les ingénieurs qui travaillent sur les structures spatiales, déduisent que le comportement de la matière est un peu plus compliqué que ça et qu'il y a une sorte de réciprocité structurelle entre les éléments qui est très bien illustré par un petit schéma, on va dire, de Cécile Balmand pour expliquer le principe de réciprocité structurelle. C'est-à-dire quand vous avez peut-être tous fait l'expérience de poser comme ça 3 couteaux qui se tiennent sur 3 verres, chaque couteau est à la fois porté et porteur. Il n'y en a pas un qui tient l'autre, mais ils se tiennent tous mutuellement. Et de là, on peut en déduire des systèmes de grilles structurelles, et puis ensuite développer le principe sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Et c'est le principe même des structures spatiales, c'est-à-dire qu'on sort du schéma porteur-porté traditionnel pour arriver à quelque chose de plus complexe, de plus homogène, et qui va évidemment faire gagner énormément de matière. Alors M. Lourdin, quand il commence sa conférence, c'est parce qu'il est un ingénieur, parce qu'il est un ingénieur, il ne commence pas par parler du bois du tout, il commence par parler de géométrie, il fait un rappel de géométrie sur les états de surface. Il parle des surfaces planes, il parle des surfaces plissées, des surfaces à simple courbure, des surfaces à double courbure et des surfaces quelconques. Là on arrive dans les surfaces quelconques, ça c'est des surfaces à double courbure. Alors après je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a les surfaces à double courbure de même sens, les surfaces à double courbure de sens opposé, et les surfaces à double courbure de même sens et de sens opposé, c'est-à-dire les formes quelconques. Donc il rentre dans une logique qui est complètement abstraite, hein, complètement mathématique. Et puis ensuite, il dit, pour réaliser ces surfaces, on va pouvoir utiliser des éléments architectoniques. On va utiliser des réseaux croisés de poutres, on va utiliser des structures plissées, on va utiliser des grilles tridimensionnelles, des voiles minces et des résilles. C'est-à-dire qu'il fait une typologie de solutions architectoniques. Donc on est toujours dans une approche théorique. On est passé de la géométrie à une approche, on va dire, science de l'ingénieur, théorique. Et le plus étonnant, c'est qu'il écrit cette phrase, ces explications données
Venons-en maintenant aux réalisations qui matérialisent ces concepts. Donc il n'est plus question de partir de l'arbre, de tailler des morceaux de bois dans ces arbres et puis d'imaginer des solutions astucieuses, de plus en plus astucieuses pour faire tenir ces morceaux de bois ensemble. C'est plus du tout ça. Il s'agit réellement d'un travail d'abstraction, et une fois que le modèle abstrait est pensé, on va le mettre en application. C'est le principe des sciences appliquées, en fait. On va le mettre en application. On va le mettre en application à partir du matériau bois, comme on pourrait le mettre en application à partir du béton armé ou de l'acier. Il n'y a pas de différence. On va dire que la matière, ici, le choix de la matière devient un choix d'opportunité, parce qu'elle est disponible, parce qu'elle est plus économique, parce que, voilà, c'est un choix d'opportunité. Ce qui est peut-être assez difficile à entendre aujourd'hui dans notre imaginaire du bois nature. Et donc, si je... Il me reste un quart d'heure. 10 minutes. C'est pas grave, maintenant c'est plus que des images, puisque on peut aller plus vite. Je vous présente rapidement les travaux comme ça de Robert Lourdin. D'abord avec les réseaux croisés de poutres. Sur cette image-là, en 64, c'est la coupole de l'auditorium de Bourg-Saint-Maurice, 66 pardon, qui a été réalisé avec l'entreprise Rousseau, le même qui faisait les panneaux pour Jean Prouvé. Ils n'étaient pas très nombreux, les entrepreneurs qui s'étaient lancés dans l'industrialisation du bois, donc ils faisaient des panneaux collés, mais ils faisaient aussi du lamellé collé. Ça, c'est un réseau croisé de poutres, et on définit en fait la coupole par ses lignes géodésiques. Ça, c'est une église qu'il a réalisée en 66 avec monsieur Maisonneuve et Casper, les architectes, messieurs Maisonneuve et Casper, les architectes, qui est une pyramide, enfin une forme pyramidale, dont chaque côté de la pyramide est constitué par un réseau croisé de poutres, de forme triangulaire. Et puis ensuite, on peut même dire qu'à plus grande échelle, c'est une structure pliée, parce que ces éléments, en fait, s'appuient les uns sur les autres, et c'est les arêtes de la pyramide qui forment la rigidité de l'édifice. On trouve aussi des choses un peu bizarres, comme cette sorte de pyramide aplatie à plan pentagonal. C'est la cafétéria de l'hôpital d'Allonne, dans la Sarthe, en 64, avec un architecte qui s'appelait Monsieur Chaplin, où, juste en dessous, il réalise comme ça, en lamellé collé, la piscine de Coursailles à Aulnay-sous-Bois. En 68, avec un architecte qui s'appelait Monsieur Verdoya, deux architectes, Verdoya et Berthelotté. Ça s'appelle un paraboloïde hyperbolique. C'est une double courbure de sens opposé, ce qui lui donne une très grande rigidité. Et comme la surface a une très grande rigidité, on a besoin de très peu de matière pour la faire tenir. Donc avec une épaisseur qui n'est pas énorme, on arrive sans aucun point porteur à couvrir des surfaces tout à fait remarquables. C'est aussi des formes qui sont caractéristiques de cette époque. Ça, c'est le chapitre des grilles tridimensionnelles, où là, on n'a plus un réseau croisé de poutres, mais qu'on n'a plus qu'un ensemble de barres, de membrures supérieures, inférieures ou diagonales, qui ont toutes la même section. Donc il y a une sorte d'homogénéité de la section, et qui fabrique des structures treillis, à partir desquelles Robert Lourdin fabriquera des hangars au Havre pour l'entreprise Serfati, je crois, ou encore une église du côté de Rennes, dont j'ai perdu la trace. Je ne sais plus exactement de quelle église il s'agit, mais c'est toujours pareil. C'est une nappe tridimensionnelle en bois qui va ensuite s'appuyer sur des systèmes pyramidaux pour pouvoir trouver son équilibre. Et vous voyez qu'à chaque fois, toutes les liaisons sont réalisées par des petits éléments métalliques. Parce qu'on n'arriverait jamais à réaliser des treillis en bois avec des assemblages bois-bois. Ça, c'est une chose assez étonnante pour l'époque. C'est les premières structures plissées à partir de panneaux Rousseau, les mêmes panneaux Rousseau qu'utilisait Jean Prouvé. Celle-ci, en l'occurrence, celle-ci, c'est... Je ne vais pas dire de bêtises. C'est l'école de Gonesse, qui a été réalisée en 1960. C'est le préau de l'école de Gonesse, comme une sorte de rosace plissée, qui ensuite va prendre sa lumière dans son pourtour. Comme ça fabrique un motif floral qui est très très beau, et qui est construit comme ça dès les années 60, alors que le matériau n'est encore pas complètement maîtrisé.
Et puis dès 1968, il pourra, avec ce genre de panneau, changer d'échelle et puis construire à Rennes, avec les architectes Chevalier et Roux, une grande église, tout en panneaux Rousseau, comme une sorte de grande rosace pliée, dont les plis ensuite forment les tympans dans lesquels seront inscrits les vitraux de cette église-là. Et on retrouvera un oculus de la photo un peu tronqué, mais on a un oculus aussi, ça qui apporte une lumière zénithale. Toujours hein, dans les marottes de l'époque, on retrouve ces fameux paraboloïdes hyperboliques réalisés en bois. Alors qu'on a l'habitude de voir ces choses-là, de voir ces choses-là réalisées en béton. Robert Lourdin part du principe que pour réaliser ces fameuses structures en PH, en paraboloïdes hyperboliques, il faut d'abord réaliser un coffrage en bois, qui est très complexe à réaliser, et ensuite, une fois qu'on a réalisé le superbe coffrage en bois, on vient couler du béton dessus. Et il me dit, ce que j'ai voulu faire, c'est on va construire seulement le coffrage. On ne va pas s'embêter à venir couler du bois dessus. Le coffrage, on va bien le construire de telle sorte qu'il soit pérenne. On va le construire avec des panneaux Rousseau. Les grandes directrices sont faites en lamellé-collé. Et en fait, on n'aura pas besoin du béton. On va pouvoir construire des architectures qui traditionnellement, je pense notamment à Félix Candela, étaient construites en béton, vont pouvoir être construites en bois de la même manière. Et on retrouve ces mêmes voiles minces dans un autre projet qui est le groupe scolaire Bretillat à Vitry. Ça, c'est une école à Châtenay-Malabry, où je vous cite les architectes quand même. Non, je ne sais pas l'architecte de... Si, l'architecte de Châtenay-Malabry, c'est Gillet, c'est Monsieur Gillet, et l'entreprise, c'est encore l'entreprise Rousseau qui fabriquait les fameux panneaux. Et c'est assez étonnant comme raisonnement de dire, moi je vais faire seulement le coffrage et je vais le faire tellement bien que ça sera le bâtiment lui-même. Et puis, 1967, il réalise à l'église de Viroflay, juste à côté de Versailles, une résille losangée que je vous présentais tout à l'heure. Ça, c'est très étonnant. C'est une structure qui est très très mince et qui tient sa rigidité de sa courbure. Donc on peut avoir des éléments de bois qui font quoi, aller 15-20 cm, pas plus, et dont la courbure est décrite grâce à l'angle de découpe de chaque élément en bois au niveau de l'origine, au niveau de la liaison. Comme ça, on a un seul et même élément en bois qui va permettre de décrire la totalité de la surface. On retrouve ça après au niveau du gymnase de la cavalerie à Paris, enfin voilà, les résilles losangées. Alors pour être tout à fait honnête, les résilles losangées, parce qu'elles sont en bois massif, elles ne sont pas tout à fait une invention de l'époque. Elles vont être construites plus facilement à cette époque-là, mais on trouve au moins une résille losangée en Allemagne dans les années 30. Un petit peu plus loin, un peu ailleurs, en 1976, c'est une photo que m'a donnée Robert Lourdin, il se promène aux États-Unis. 1976, c'est la grande époque où Buckminster Fuller est un roi là-bas, un roi de l'architecture, qui va avoir une influence absolument extraordinaire sur toute une jeune génération d'architectes, qui vont aussi transférer le principe de ces fameux dômes géodésiques, de ces grandes coupoles, vers le bois pour fabriquer en bois finalement cette sorte de nouveau paradigme technologique qu'imaginait M. Buckminster Fuller en aluminium ou en acier. Et puis, pour terminer sur cette période-là, tout seigneur, tout honneur, la très très belle halle de Mannheim, réalisée en 1975, donc un peu plus tard que les œuvres de Robert Lourdin, par Frei Otto, dont on a vu beaucoup de copies récemment dans pas mal de revues, mais je pense que cette œuvre-là n'a jamais été égalée. Voilà, j'ai un peu accéléré, j'espère que je n'ai pas trop accéléré. Juste pour conclure, ça va? C'est parfait. Juste pour conclure, si je retrouve les petits, voilà. Toutes les architectures en bois qu'on qualifie aujourd'hui d'architecture non standard ont évidemment une dette à l'égard de tous ces travaux. C'est-à-dire que toutes les géométries et toutes les logiques, toute la logique conceptuelle de toute cette architecture non standard doit à ses recherches sur l'art de l'ingénieur et sur ses recherches des structures spatiales qui datent des années 60. On y trouve en fait la même logique abstraite qui s'applique encore,
Simplement, dans les années 60, on ne bénéficie pas des outils informatiques. Donc toutes les formes doivent être relativement simples pour être appréhendées, on va dire, à la main, enfin calculées à la main. L'industrie des années 60 apporte la machine-outil qui décuple la force. Dans les fin des années 90-2000, ce que l'ordinateur va décupler, c'est notre capacité de calcul. Ce qui n'est pas exactement notre intelligence, quoique les dernières évolutions peuvent nous permettre d'en douter, peut-être, mais en tout cas, grâce à cette sorte d'émergence d'outils de calcul, on va pouvoir décrire, calculer et réaliser, grâce aux outils à commande numérique, les formes les plus complexes, mais qui ne sont jamais toutes que des doubles courbures de même sens et de sens opposé, aurait dit M. Lourdin. On est là-dedans. Donc ça, c'est aujourd'hui le monde de la star architecture, c'est aujourd'hui le monde médiatique, c'est aujourd'hui la question du marketing urbain. Hein. Ce que vous avez là, c'est le Métropole Parasol de Séville, réalisé par Jürgen Meyer en 2005. Vous avez reconnu ici le Centre Pompidou de Metz par Shigeru Ban en 2010. Et puis à côté, qui est peut-être un peu moins connu, c'est la chapelle Saint-Loup, réalisée par des architectes qui s'appellent Local Architecture et un ingénieur qui s'appelle Yves Vénan. Yves Vénan, c'est le successeur de Julius Natterer à Libois à l'EPFL, et qui travaille sur les structures tressées, structures plissées. Ici, c'est un origami. En fait, cette chapelle, lorsque vous la dépliez, c'est un patron de plan qui est une parfaite feuille rectangulaire. C'est un jeu d'origami, réalisé en panneaux de contre-collés. Alors tout le monde présente ces panneaux de contre-collés aujourd'hui comme la grande innovation du monde du bois. On appelle ça des cross-laminated timber, parce que panneaux de contre-collés, c'est pas assez branché, c'est pas assez friendly. Ça date depuis les années 50, entre nous. Aujourd'hui, voilà. Donc ça, on va dire que c'est la nouvelle architecture de bois, on pourrait l'appeler mainstream ou médiatique, je ne sais pas comment on dit, en tout cas très médiatique. Je voulais juste conclure en parlant 2 minutes de ce qu'on pourrait appeler un signal faible par rapport à cette grande tendance, ou une sorte d'alternative, en présentant 3 petites images d'un ingénieur assez extraordinaire qui s'appelle Jacques Anglade, qui fut d'ailleurs votre élève, M. Schweitzer, je crois, à l'EPFL, et à Paris-Tolbiac aussi, oui. Qui depuis 25 ans travaille dans une sorte de posture critique à l'égard de cette tendance à l'industrialisation, cette tendance aux matériaux transformés, cette tendance à l'artificialisation du bois, pour essayer de retrouver le bois massif, pour, comme il le dit, que la poutre se souvienne de l'arbre, qui est assez joli, assez poétique. Et il mène un travail absolument intéressant de réinterprétation de l'art du charpentier. Il ne s'agit pas de revenir à l'art du charpentier, il réinterprète l'art du charpentier, mais comme il est ingénieur, il en a acquis les sciences, les outils de calcul, il sait se servir des assemblages métalliques quand il en a besoin, il se sait servir du lamellé-collé s'il en a besoin, mais il recherche à chaque fois une sorte de technologie appropriée, juste, la technologie juste par rapport à l'enjeu, pour fabriquer une sorte d'esthétique de la charpente qui est à la fois empreinte à la tradition et la renouvelle complètement. Voilà. Et juste pour faire un petit peu de pub, il y a un article qui sortira dans le dernier numéro de Criticat en avril, qui est consacré entièrement à l'œuvre de Jacques Anglade, pour ceux qui seront intéressés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ? Merci beaucoup pour cette introduction qui passe de la technique de la charpente à l'ingénierie sans avoir vraiment un rapport, si j'ai bien compris. On réinvente en quelque sorte la construction. Moi, je ne sais pas si vous avez des questions. Comme vous avez compris, on a un programme très très serré, mais c'est toujours dommage si on reste sur ces questions. Donc, il y a un élément que vous n'avez pas cité et qui a fait aussi le succès de ce développement des charpentes tel que vous l'avez indiqué. Ce sont les pompiers, en fait. Il y a eu quelques très gros incendies de structures métalliques dans les années 60 à peu près, qui ont définitivement rendu obligatoire l'emballement des structures
métal par du plâtre. Et évidemment, les pompiers, eux, adorent, préfèrent de beaucoup les structures bois, parce c'est pas qu'elles soient contrôlables, mais c'est qu'ils voient à quel moment elles vont s'écrouler, ce qui n'est pas le cas des structures métal. Voilà. Oui. Oui, je vais répondre. Oui, il y a un atout évidemment avec le bois. Enfin, c'est un peu à double tranchant parce que en même temps, les pompiers ont mis très longtemps à accepter. Enfin, peut-être Monsieur Schweitzer ou Monsieur Lajus ou Monsieur Gimonet, vous en parlons tout à l'heure. Les pompiers ont mis très longtemps à accepter qu'on construise en bois. Donc, enfin, c'est un peu à double tranchant. On fait toujours des structures métalliques parce que je crois qu'il y a une règle qui veut que si la charpente est visible, alors on peut construire en métal. On doit la cacher, la camoufler si elle n'est pas visible depuis le rez-de-chaussée. Enfin, c'est une réglementation un peu bizarre. Hein, non, mais Pompidou est emballé. Hein. Mais pas tout. Il est faussement. Pas tout. Enfin, il est emballé 2 fois. Mais oui, enfin, en tout cas, vous avez raison de souligner que la question de la sécurité incendie a sans doute joué un rôle en faveur du bois, en même temps que par ailleurs, elle l'a sans doute un peu freiné. Enfin bon, c'est un vaste débat. Vous pouvez nous parler des codes utilisés pour le bois? Je vais faire très vite. Parce que je ne suis pas complètement scientifique. Monsieur Hetzer, en 1906, travaillait avec de la caséine. Je crois que c'est à base de lait caillé. Enfin, c'est un truc qui n'aimait ni la chaleur ni l'humidité. Et comme souvent dans les combles, il fait chaud. Voilà, les bois se dégradaient un petit peu. Il y a eu ensuite des développements avec des colle uréformol. Je crois que les panneaux contre-collés de Jean Prouvé sont collés avec de la colle uréformol. Il faut attendre 1955, un truc comme ça, pour pouvoir trouver des colles résorcines qui sont d'excellentes colles. Et aujourd'hui, on colle avec des colles polyuréthane ou des colles époxy. Donc il ne faut peut-être pas trop parler d'écologie à propos du lamellé collé. Voilà. Je pense qu'il faut aussi dissocier les deux. C'est pas parce que c'est en bois que c'est écolo, quoi. Enfin, pour toutes les liaisons qui sont en acier, pourquoi on ne prend pas une pièce de bois qui a une résistance sûre? Justement, on a éliminé tous ces défauts pour pouvoir s'en servir comme liaison, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. En fait, il y a d'énormes efforts qui passent dans les nœuds. Et aujourd'hui, on n'arrive pas complètement à avoir des éléments en bois qui, à toute dimension égale par ailleurs, aient la même résistance que l'acier. Par contre, avec les outils à commande numérique, on arrive à refaire des systèmes de taille absolument incroyables. Et donc, tous les assemblages extrêmement sophistiqués de l'art du trait sont à nouveau faisables économiquement grâce aux machines à commande numérique. Voilà. Merci Stéphane Berthier pour ces explications. On aurait bien évidemment envie encore entendre des heures sur cette réflexion que vous menez, mais ça serait certainement dans un cadre, parce qu'on aimerait bien laisser une trace de cette journée aujourd'hui et de publier par la suite. Donc j'espère que là vous aurez peut-être un peu plus en détail les explications. Maintenant j'aimerais continuer avec cette deuxième partie.